coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bischleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires. J'espère qu'on va y arriver cette fois-ci parce qu'il y a eu un espèce de bug que j'ai absolument pas compris. Où on s'entendait un peu en écho 2 ou 3 fois avec Sébastien et Cyprien. Donc messieurs, bienvenue, désolé pour ce petit bug. Vas-y Sébastien si tu veux prendre la main. Oui, merci pour l'invitation. Je suis content d'être avec vous. Et puis là, ça a l'air de marcher. Bah, c'est parfait. Cyprien puisqu'on s'est vu en début d'après-midi déjà pour l'estrade. Tout à fait. Rebonjour Charles, salut à tous. Ouais, donc on va repartir sur des bonnes bases en espérant que ça fonctionne, parce que j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc ce soir, on a décidé avec les gars de vous présenter l'édition 2022 de Paris-Nice qui débute ce dimanche. On va découper l'émission en 2 parties. Tout d'abord, un gros focus sur le parcours, comme on a fait un peu ce midi avec l'Estradé. Puis ensuite, on va se pencher sur les favoris et les différents coureurs à suivre. Donc avant de commencer, de vous donner la parole, messieurs, la course va se dérouler sur 8 jours, donc de dimanche à dimanche. Et Cyprien, on va commencer par une première étape en ligne, toujours un peu piégeuse, comme tu me le disais avant de prendre l'antenne. Oui, 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 c'est quelque chose en même temps dont on a l'habitude sur Paris-Nice. Les premiers jours, on sait que c'est souvent des étapes exposées au vent et puis qui ne se déroulent pas toujours comme on pourrait le penser en voyant le profil. Donc ça commence avec 2 belles étapes, a priori promises aux sprinters quand on regarde, mais qui seront sans doute animées. Le premier jour, on a pas mal de bosses dans les derniers kilomètres. Et puis les 2 jours seront marqués par le vent aussi, auquel il faudra faire attention, notamment sur Orléans. Donc on peut s'attendre peut-être à des bordures. Ouais, c'est vrai que Sébastien, ces premières étapes de Paris, ça sont souvent soumises aux différents éléments. Est-ce que, encore une fois, là, quand tu regardes le tracé et les conditions météo, tu sens qu'il peut se passer quelque chose? Ça dépend des années parce que l'année dernière, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas eu de bordure, alors que 2020, c'était la dernière course avant la grosse coupure liée au Covid qui n'avait recommencé qu'au mois d'août. Mais ce Paris-Nice-là avait été dantesque avec des conditions et les premières étapes sous la pluie et avec des bordures les 3 premiers jours. Euh, Évidemment, Paris-Nice, c'est la course par excellence où cela peut intervenir. Pourquoi? Parce que, surtout, alors je connais bien cette partie-là en plus, la Beauce, très exposée évidemment forcément au vent puisque c'est à découvert. Alors je sais, j'ai regardé un petit peu quand même pour l'étape de dimanche, il semblerait qu'il y ait un vent qui puisse être à 40 km/h. Après, pour lundi, dans les prévisions, c'est plutôt sur du 15 km/h. Alors après, je ne sais pas dans quel sens il sera. Par contre, je connais bien l'étape du côté d'Orléans. Et vers la fin, il y a des petites routes aussi. Alors, la météo, ils annoncent du froid avec du soleil, mais peut-être pas de pluie, ce qui fait que les conditions seraient peut-être moins compliquées qu'en 2020. Mais c'est clair que Paris-Nice, c'est une course où il y a beaucoup d'appréhension pour les coureurs parce que avant d'arriver à la montagne, même si cette année je trouve que le parcours est bien plus montagneux, il y a quand même ces premières étapes à passer et les 2 premières étapes, surtout en principe celle de lundi, même si le vent semble plus faible que d'habitude, enfin que prévu, en tout cas pour le moment 15 km/h. C'est vrai que ça peut être des bordures et en plus on a des équipes évidemment comme la Quick Step notamment la Jumbo, et ça peut se jouer dès les premières étapes, en effet. Oui. Alors, je salue Thibaut qui nous rejoint sur le chat, et c'est vrai que Paris-Nice, c'est vraiment par excellence cette course Ouais. qui est piégeuse dans les premiers jours avant d'arriver à la montagne, comme tu l'as dit, Sébastien. Donc, je vais passer Cyprien à la troisième étape. Troisième étape tracée pardon, entre Vierzon et Dun, le Palestel sur 190 bornes. Un petit peu vallonné, Cyprien, mais pas suffisant pour faire des différences, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette troisième journée de Paris-Nice?
Effectivement, je pense que ton analyse est la bonne. Il n'y aura pas de bataille entre les favoris, en tout cas ce serait surprenant. En revanche, on peut vraiment penser qu'une échappée puisse aller au bout sur cette étape où les sprinteurs clairement seront hors jeu a priori, puisque le dénivelé commence assez tôt, hein, à mi-étape. À partir de la mi-étape, il n'y aura plus un mètre de plat jusqu'à dans le Palestel. Donc, ouais, peut-être une belle étape pour les échappés cette troisième journée. D'autant plus, Sébastien, que le lendemain, on a déjà une première journée décisive, un chrono de vallonné, ou difficile en tout cas, de 13,4 km, qui devrait lui déjà commencer à établir une première hiérarchie, enfin permettre d'établir une première hiérarchie entre les différents candidats à la victoire finale. Oui, oui, même s'il est assez court, il n'empêche que il est assez vallonné, et puis surtout sa partie finale où il y a 700 mètres à pas loin de 9%, mais c'est assez coutumier quand même. Alors on n'est pas sur des grosses pentes tout le long du parcours, mais habituellement, depuis quelques années à Paris-Nice, on a un contre-la-montre assez court. Mais l'année dernière et puis l'année d'avant aussi, il y a une année où c'était à Saint-Amand-Montrond, la ville entre guillemets d'origine d'Alaphilippe, et où c'est pareil, où il y avait eu quelques écarts quand même. Donc il y a moyen, et en tout cas c'est quand même casse-pattes, et avec cette arrivée, donc il faudra bien gérer le contre-la-montre même s'il est court. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir déjà quelques écarts, et on en parlera tout à l'heure, mais ça permettra déjà de voir, même si on a déjà quelques avant-goûts, les formes de Roglic, d'Almeida, voir s'ils peuvent creuser sur d'autres, comme sur Quintana, etc. Donc c'est le premier rendez-vous, sauf s'il y a déjà eu un peu de casse avant, comme on a dit tout à l'heure. Mm. C'est vrai que l'enjeu, bah, pour les gros rouleurs ou les coureurs complets, en tout cas comme Roglic ou Almeida, ça va être de prendre le plus de temps possible sur les grimpeurs comme Quintana, des grimpeurs ou des punchers qui auront déjà, Cyprien, l'occasion de s'illustrer lors de la cinquième étape, qui n'est pas archi difficile sur le papier, mais ça a l'air quand même d'être un enchaînement de montées et de descentes, et ça devrait faire quand même quelques différences. Oui, 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 je sais pas si ça fera vraiment des différences entre les favoris pour le général. Par contre, c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Paris-Nice, puisque du coup j'anticipe, on va parler déjà de l'étape du lendemain, donc les étapes 5 et 6 qui ont un peu le même profil. C'est vraiment deux journées où on aura déjà des vrais bosses, des cols de 6-7 km avant même d'arriver dans le sud. Donc c'est des journées qui vont faire mal et sans compter directement pour le général, elles auront sans doute une influence. Il y a des coureurs qui auront perdu Paris-Nice avant même d'arriver sur la Côte d'Azur, ça c'est sûr. Ouais, d'autant plus, Sébastien, que quand tu regardes la distance de ces deux étapes, la première, elle fait 188 bornes, celle entre Courthézon et Aubagne, pardon, 213, donc il y aura déjà pas mal de kilomètres dans les pattes au moment où on sortira de ces deux journées. Il semblerait, oui, si je, enfin, je sais pas si on peut comparer ces deux étapes, mais l'étape du jeudi pourrait être prometteuse. Parce que je connais très peu ce col là, mais il y a le col de la Mure qui est à 30 km, je crois, de l'arrivée, un peu plus, peut-être 33 km. Mais j'ai regardé, j'avais vu le profil, il est quand même assez pentu. Il fait plus de 7 km à 8% de moyenne, je crois. Donc voilà, il y a moyen, même si c'est loin de l'arrivée d'éliminer quelques coureurs et suivant qui est devant, oui, ça peut peut-être être une étape un peu particulière. Et c'est pour ça que tout à l'heure que je disais que moi, quand j'ai vu le parcours de manière un peu générale, j'ai l'impression qu'il est un peu plus musclé. Alors il y a des points communs avec le contre-la-montre, avec le départ, etc. Forcément en Beauce, et puis après la fin qu'on va évoquer avec les différentes étapes de montagne finale. Mais là, les étapes un peu intermédiaires après le contre-la-montre et avant l'arrivée dans le sud me paraissent plus musclées que d'habitude. Mais est-ce que c'est un peu ça le constat, du coup, Cyprien, de cette analyse de parcours de Paris-Nice, en tout cas de sa première moitié? C'est que vraiment, si les conditions s'y mêlent, il y a aucune journée facile, quoi. Ah oui, oui, là il n'y aura pas de journée de repos. Peut-être que pour le peloton, la troisième journée peut être un peu plus cool, entre guillemets, puisque si on laisse partir une échappée, on pourra lever un peu le pied. Mais jusqu'à l'arrivée finale, il y aura vraiment des journées animées. Généralement, je pense assez tôt dans la journée d'ailleurs, sur des étapes assez longues, hein, tu l'as dit.
Donc ouais, ça va être une course assez épuisante qui se terminera par l'étape traditionnelle dans l'arrière-pays niçois, qui est déjà un petit peu piégeuse d'habitude, pardon. Donc là, avec la fatigue en plus, il se pourrait qu'on ait des rebondissements le dernier jour, des petites craquantes et des changements de situation. Ouais, d'autant plus, Sébastien, que pour passer au dernier week-end, le col de Turigny, c'est quand même une belle vacherie, surtout en début de saison. Puis cette traditionnelle étape autour de Nice, un beau week-end final pour clôturer un Paris-Nice qui devrait quand même être sympa. Oui, bah, alors, ça peut paraître classique pour le coup, puisque le col du Turini, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que justement, comme tu le dis, on peut dire que c'est, comme si je reprends tes termes, un peu une vacherie. En effet, c'est quand même très long, c'est pas loin de 15 km, et puis avec un pourcentage quand même assez fort. Donc forcément, ça va faire mal. Et puis bah, le lendemain, il y a cette étape toujours casse-pattes, et on se rappelle que par le passé, alors à l'époque c'était l'époque où on avait Contador, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à tout le monde, mais qui avait attaqué loin pour renverser les choses, où ça s'est parfois souvent joué à quelques secondes au niveau de la victoire finale. Alors si j'ai bien lu, j'ai l'impression que cette année le Col d'Aise, il le passe par un autre versant que d'habitude qui est un peu plus compliqué même, si je me trompe pas. Donc ça aussi, ça serait une nouveauté. Et du coup, oui, il y a de quoi faire quand même hein, pour ceux qui veulent. Alors, je sais pas quelle sera la météo en fin de semaine dans le sud, mais il y a de quoi faire. Ouais, alors Cyprien, je vais rebondir un peu sur ce parcours, mais de manière générale, est-ce que c'est un parcours qui te plaît, qui te paraît équilibré? Quel type de coureur pour toi il va favoriser? C'est un parcours qui est plaisant, ça c'est sûr, à condition que les coureurs acceptent de faire la course, parce que du coup, avec des étapes difficiles en milieu de semaine qui seront pas du tout des étapes de transition, il se peut aussi que les leaders se disent qu'ils lèvent le pied, qu'ils encardent sous la pédale et que du coup, on n'ait pas le spectacle attendu le dernier week-end. Enfin, on verra. En tout cas, c'est un parcours qui est difficile, qui plaira aux grimpeurs, mais qui, je pense, favorisera quand même les gros rouleurs qui auront fait des écarts lors du contre-la-montre. Parce que le Turini, c'est dur, mais on n'y fait pas des écarts incroyables non plus. Le meilleur prendra peut-être une minute sur ses concurrents s'il fait un gros numéro. Et c'est des écarts qui se retrouveront sur le chrono pour les meilleurs rouleurs. Donc je pense quand même voir un bon rouleur gagner ce Paris-Nice. Sébastien, ton avis sur le parcours avant de passer un peu à la présentation des coureurs à suivre? Bah, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter un peu, mais j'ai l'impression que par rapport aux autres années, alors on verra le résultat, peut-être que je vais me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus corsé, pour pas employer totalement les mêmes termes que tout à l'heure, un peu plus corsé, enfin c'est pareil, synonyme de musclé, je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que sa partie intermédiaire est quand même un peu plus favorable pour les attaques. Après, moi j'ai l'impression, alors je vais peut-être me tromper aussi, mais que pour un vrai sprint massif, il pourrait y avoir que l'étape sur Orléans, parce que la première étape, ça sera peut-être des coureurs comme Colbrelli, Trentin, Van Aert qui vont gagner, mais des coureurs qui passent quand même bien les bosses. Et pareil pour la troisième étape. Alors la troisième étape, je me rends pas compte, mais oui, je pense que ça va être difficile pour des vrais sprinteurs comme Jacobsen, comme d'autres. Et c'est en ça que ça peut être intéressant, voir justement je parle du facteur X là que peut comporter la position de Van Aert. Comment est-ce qu'il va être totalement muet en équipier modèle, même s'il aura quelques libertés sur les premières étapes comme celle de dimanche ou celle de mardi? Ou est-ce qu'il va être totalement équipier ou au contraire, est-ce qu'il va vraiment avoir sa carte jusqu'au bout du parcours, même si les étapes finales sont assez dures. On sait quand même qu'il grimpe pas mal du tout, hein. Donc, moi, je suis intéressé pour voir ça, notamment. Ouais, Le positionnement de Van Aert, par exemple. justement, tu parles des sprinteurs et des coureurs à suivre, ça me permet une transition parfaite pour toi, Cyprien. On va justement du coup commencer par ces hommes rapides. Quand je regarde la start list, et tu me dis si je dis une bêtise, que je la surface vraiment assez rapidement, je vois Colbrelli, je vois Bennett, je vois aussi bah, Van Aert qui a cité Sébastien. Au final, à part Jacobsen, j'ai pas l'impression qu'il y ait de purs sprinteurs. Alors, dans ma start list, j'ai Philipsen, mais du coup, à prendre avec des pincettes puisque c'est pas la start list définitive. Si c'est le cas, on aurait le premier duel, si je dis pas de bêtises, entre Jacobsen et Philipsen. Donc, ce serait un petit peu le combat des chefs, on va dire, les deux sprinters en forme. Et ensuite, c'est vrai qu'on a un Sam Bennett, mais qui est
pas en grande forme. On a un Mats Pedersen, mais qui s'est un petit peu mué en puncher sur ce début de saison. Donc est-ce qu'il est vraiment considérable comme un sprinter? Je sais pas. Un petit peu la même chose pour Kokar. Donc oui, s'il y a une arrivée massive, elle sera disputée, je pense, entre Jacobsen et Philipsen. Et peut-être Wout van Aert s'il décide de se mêler à la lutte. Ouais, en effet, alors on va passer maintenant Paul aussi, mais enfin, souvent on le critique, il est un peu charrier. Bon, il a quand même gagné une étape l'année dernière, alors c'est pas du tout du même. Enfin, moi j'estime que c'est pas le même calibre que Jacobsen, surtout quand on voit la forme actuelle de Jacobsen et puis avec l'équipe qui est constituée autour de lui. On en parlera tout à l'heure des équipes, mais il y a quand même Bol aussi qui, pour l'étape du lundi, pourrait faire une place intéressante, même si c'est pas du même calibre, encore une fois, que Jacobsen ou que Philipsen, qui devrait être là s'il n'a pas de problème de santé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés, notamment gastriques aussi en ce moment. Il y a plusieurs cas aujourd'hui pour d'autres courses. Philipsen devrait être là, hein, assurément. Donc voilà. Ouais, normalement, Inquiétude. les soucis gastriques, moi je trouve qu'ils arrivent à la veille du. Enfin, ceux qui arrivent à la veille du cours, je suis un peu Ah oui, oui, suspicieux, à ça vrai dire. interroge. Peut-être que c'est des cas de Covid qui sont déguisés dans autre chose. Après, pourquoi pas, hein, ça change pas grand-chose, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de troubles d'estomac à la veille Ouais. d'une grande course. Je pense pas qu'ils soient si stressés que ça, les coureurs. Bref. Et ouais, c'était en lien avec aujourd'hui où, oui, à chaque fois, il y a ce motif-là qui est invoqué pour plusieurs coureurs et c'est vrai que ça intrigue. Mm. Ouais, ouais, ça intrigue et on espère qu'il n'y aura pas trop de nouvelles du même genre qu'aujourd'hui, parce qu'on le rappelle, pour l'Estradé, on a fait notre émission dans la journée et après on a vu que Pidcock ne serait pas au départ de la course. Il y a eu Dumoulin aussi aujourd'hui, il y a eu Romain Bardet, il y a eu Nakane chez EF, il y a eu Jeanne Masse aussi chez Kamna, ouais, Kamna, Bardet, où je crois que pour eux, Kamna. ils ont avancé l'aspect gastrique justement. Ouais, c'est ça qui Donc c'est prêtait pour ça, il y à. en a eu plusieurs. Donc c'est ça qui m'a intrigué parce que c'est un peu le même motif en dehors du Covid et bon, ouais, ça paraît bizarre, mais bon, Ouais, en on tout cas, c'est verra. ce qui a été Donc, invoqué. en tout cas, attendez-vous peut-être à des petits changements à la marge demain. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est aussi sous réserve de ce qui peut se passer lors des contrôles qui auront lieu 24 heures avant le départ Oui. de la course. Donc, pour revenir à nos moutons, on va faire un peu comme tout à l'heure. On va commencer par évoquer les Français, si tu le veux, Cyprien. Il n'y a pas Arnaud Démare, donc il n'y a pas forcément de coureur capable de gagner au sprint, en tout cas, enfin, sur un sprint traditionnel, j'ai envie de dire, parce que Brian Cocard, même s'il était très bon cette saison, ses deux succès, ça a été sur des arrivées groupées, mais un peu dans un style différent. En dehors du classement général, quels sont les coureurs tricolores qui, selon toi, enfin, pour lesquels il faut avoir un suivi attentif tout au long de la semaine? Alors, donc c'est vrai, tu l'as dit, il n'y a pas Arnaud Démare. On a quand même Brian Cocker qui devrait être là. Donc, dans la forme qu'il a, pourquoi pas se mêler au sprint et courir après cette première victoire en World Tour qui lui résiste. Du côté des Français, on a Rudy Barbier aussi, du côté d'Israël, hein, qui est rapide. Alors, pas le meilleur sprinter, mais lui aussi, il devrait pouvoir essayer de se battre avec les meilleurs dans les arrivées groupées, s'il y en a. On a un Christophe Laporte, alors là c'est un petit peu le point d'interrogation sur son statut au sein de Ouais, Jumbo-Visma, parce qu'entre puisque Roglic et Van Aert, tu te demandes un peu ce qu'il va ouais, faire dans cette galère. ouais, Mm. parce qu'il aurait tout à fait le profil pour aller se battre pour une étape, mais dans la mesure où Van Aert a un peu le même profil en meilleur, on imagine qu'il va se mettre à son service. Je pense pas en effet que Laporte aura beaucoup de liberté, malheureusement, parce qu'il a quand même fait voir qu'il était costaud sur Kurn-Bruxelles-Kurn, mais en effet, j'ai l'impression que pour lui, là, il va être un peu cantonné à un rôle d'équipier, oui. D'ailleurs, est-ce qu'on, Sébastien, on peut pas donner la même remarque pour Florian Sénéchal, rapide au sprint, mais qui finalement sera 100% pardon, dédié à Fabio Jacobsen. Ah oui, puis en plus, ça me fait penser, quand tu parles de ça, ça me fait penser à la Vuelta l'année dernière où il y avait une étape où il avait, enfin c'est l'étape qui gagne, je crois d'ailleurs, où il avait un peu forcé, et il avait été très costaud, et puis bah, on lui avait dit de tellement forcer, enfin il avait tellement forcé que Jacobsen avait pris une cassure, et puis bah, il y avait eu quand même une discussion, même s'ils s'entendent très bien, hein, parce que les deux ont participé au Tour de Pologne où il y a eu sa grave chute à Jacobsen, mais il y avait quand même une discussion en interne de souvenirs. Et j'ai peur qu'en effet, Sénéchal, bon, il va être équipier.
Et puis lui, il pense plus loin, hein. Donc forcément, l'intérêt de Paris-Nice aussi, c'est que des fois, on peut avoir une autre course dans la course, c'est de voir des coureurs qui vont vouloir absolument développer leur force, améliorer leur forme. Je pense à des coureurs comme Polite, etc. Et ils utilisent souvent cette course-là pour pouvoir monter en puissance pour les classiques qui vont arriver très vite en Belgique. Et Sénéchal, il va sans doute utiliser cette course pour ça, hein. Il va faire partie de ces nombreux coureurs de classiques. Il y en a quelques-uns, même s'il y en a aussi beaucoup sur Tirreno. Et je pense il va beaucoup bosser et ça va lui permettre aussi d'acquérir encore un fonds supplémentaire pour les prochaines courses. Ouais, surtout qu'on l'a dit, en plus, Cyprien, les étapes sont longues. Bon, donc pour ces Classic Man, ça peut aussi permettre de bosser sur des distances qui retrouveront. Enfin, forcément, les monuments sont encore un petit peu plus longs, mais c'est des distances intéressantes pour bosser pour tout ce type de coureur. Ouais, bien sûr, Sébastien l'a bien dit, c'est des courses, que ce soit Tirreno ou Paris-Nice, qui servent pour certains comme préparation à la période des classiques. Donc, la longueur des étapes contribue largement à ça, à attirer ce genre de coureurs qui viennent se préparer. Et donc oui, Sénéchal en fait pleinement partie. Je suis pas sûr qu'il prenne une échappée pour vraiment faire une grosse étape avec des efforts parce qu'il sera vraiment au service de Jacobsen, mais je pense qu'on le verra ouais, faire des efforts toute la semaine quand même. Ouais. Ouais, alors Cyprien, pour rester sur nos Français, je pense tout à coup au classement général. Il y a deux noms qui me viennent en tête, c'est David Gaudu et Guillaume Martin. Ça sera une surprise pour personne. Sans citer forcément les autres favoris tout de suite, à quel niveau dans la hiérarchie tu peux les voir, sachant qu'il y a un chrono, même si David Gaudu a été bon en Algarve, qui devrait quand même les handicaper, surtout Guillaume Martin. Et bah c'est vrai que je les lis un petit peu, je les vois un petit peu dans la même situation. Pour moi, c'est la première fois qu'ils peuvent vraiment jouer un classement général sur Paris-Nice. Pourquoi? Parce qu'ils sont en grande forme. On a vu David Gaudu s'imposer sur une étape en Algarve et faire un très bon chrono. Il a fait mieux que limiter la casse. Euh, et puis Guillaume Martin, alors il a, il a pris l'année dernière plus d'une minute hein, sur le chrono, sur un chrono de la même longueur. Donc on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça change cette année, mais il est quand même en grande forme. Donc s'il limite bien la casse, euh, il peut tout à fait viser un top 10, voire un top 5 largement. On sait que c'est un coureur aussi qui n'a pas peur d'attaquer pour prendre quelques secondes à l'arrivée, de profiter d'un petit faux plat, d'un petit temps de répit dans les finales d'étape pour attaquer. Donc ouais, c'est deux coureurs qui peuvent vraiment, pour un petit peu pour la première fois de leur carrière, viser un top 5, voire un podium sur Paris-Nice. Hmm. Ton avis, Sébastien, sur les deux leaders français? Bah, Martin, il a annoncé que, enfin, de toute façon, il joue tout le temps les classements généraux, mais il a quand même annoncé qu'il voulait faire un très bon classement. Moi, je les vois, oui, en effet, je les vois dans le top 10, peut-être se rapprocher du top 5, mais sauf circonstances particulières, il y a quand même un beau plateau malgré tout. Et je pense que ça serait compliqué, enfin, ça serait un exploit. Enfin, voilà, j'emploie un terme fort, mais ça serait vraiment un exploit de les voir dans les quatre, dans les quatrièmes ou cinquièmes, parce on n'est pas au Dauphiné libéré, hein. On est sur Paris-Nice, qui est une course un peu différente, que on peut pas comparer. C'est pas la même époque, c'est pas le même parcours. Donc voilà. Alors après, Gaudu. Il était costaud en Algarve. Il a fait en effet enfin, un bon contre-la-montre, voilà. Même si bon, l'Algarve, il y avait pas toutes les stars, il y avait quand même quelques bons coureurs. Après, il est tombé en Italie au Trophée La Gaglia, mais j'ai l'impression que c'était pas trop grave. Donc après, pour ces coureurs-là, s'ils arrivent à passer les premières étapes sans encombre, le contre-la-montre qui est un peu handicapant, mais si au contre-la-montre, ils ont pas beaucoup perdu, avec le parcours, il y a moyen de pouvoir terminer pas trop loin. Donc en effet, peut-être que c'est leur année, même si ça me semble difficile qu'ils puissent faire mieux que, enfin ça me paraît difficile qu'ils soient dans le top 5, hein. Ouais, alors pour finir sur les Français, j'ai noté la sélection de B&B Hotel et à vrai dire, ça m'a fait un petit peu sourire parce que j'ai repensé à la remarque de Christian Prudhomme qui disait que sportivement, il n'y avait pas photo entre eux et une autre formation, une OX. Et bah, Cyprien, quand je vois leur composition, à part Franck Bonamour qui a été très bon l'an passé mais qui est un petit peu en reprise, qu'il a chuté à la Marseillaise, je me dis qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère quand même. Bah, je me suis fait la même réflexion. Effectivement, il y a Franck Bonamour, mais Franck Bonamour, en ce début de saison, sans être totalement ridicule, il est quand même limité, hein. On l'a vu autour des Alpes-Maritimes et du Var jouer un fond de top 15 sans vraiment exister. Euh,
Ouais, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. J'attends une équipe BNB très offensive parce que si elle l'est pas, malheureusement, j'ai peur qu'elle soit complètement transparente sur toutes les étapes de cette semaine puisque ils n'ont pas de vrai sprinter, pas de vrai grimpeur, pas de rouleur. Donc ouais, il va falloir vraiment attaquer, ne pas avoir peur de mettre deux ou trois mecs devant sur les étapes promises aux baroudeurs parce que sinon ça va être une longue semaine. Ouais, parce que ce qui m'a fait peur, et Il y a pour, Mozzato, Mozzato quand même qui, enfin c'est pas le meilleur sprinter, mais l'année dernière il avait fait quelques belles places. Alors bon, gagner non, hein, il y a un gap important, mais Mozzato, voilà, il va faire les sprints et puis je pense que on va aller voir, enfin on va voir un coureur qu'on voit souvent dans les échappées, hein, qui va attaquer de très loin. C'est un peu le De Gendt français, mais sans de grandes victoires, à la différence de Gendt, c'est Goujard. On va encore le voir attaquer dans les étapes et on va le voir souvent devant, mais voilà. Donc ça, ils vont jouer là-dessus, même si ça paraît faible en effet. ce qui fait peur, moi, à vrai dire, enfin, ma réflexion ce matin, je l'ai un peu évoqué, mais pour la pousser un peu plus loin, c'est que je me suis dit, en fait, cette équipe-là, en dehors de Pierre Roland qui était au Rwanda, c'est l'équipe pour le Tour de France, en fait. Et quand tu dis déjà que sur Paris-Nice, ça va être compliqué, je me dis que pour la grande boucle, ça va être très 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 Ouais, dur, oui. hein. J'espère me tromper, mais j'ai peur que ça soit quand même. Leur effectif enfin, leur effectif est faible clairement, hein. Alors il y a Cyril Gauthier, mais enfin voilà, c'est pas, enfin je vais pas. C'est un bon coureur, mais par rapport aux autres équipes, c'est sûr que bon. Après Pierre Roland, c'est un peu étonnant de ne pas le voir parce que il passe dans sa ville, il est près d'Orléans, mais il n'a pas été retenu. Et habituellement, il fait Paris-Nice, même si en général, c'est pas trop sa période, le mois de mars. On le voit plutôt fort. Parlais tout à l'heure du Dauphiné, on le voit davantage forcément, vu les parcours du Dauphiné libéré, sur cette course-là que sur Paris-Nice. Mais c'est vrai que l'effectif est quand même très faiblard au niveau de BNB Hotel, oui. Mm. Ouais, alors enfin, bref, on va pas trop rester sur BNB, parce qu'après on va dire que je m'acharne, alors je vais avoir des petits problèmes. Je voulais évoquer les collectifs pour faire un peu comme ce qu'on a fait sur les Stradés, Cyprien. Bah, je voulais commencer avec toi par Ineos, qui a pour moi un espèce de trident, donc avec Ethan Hayter, même si je l'ai trouvé un petit peu en retrait, on l'a déjà dit depuis le début de l'année. Mais je trouve qu'on a surtout Daniel Martinez qui a été très bon en Algarve et Adam Yates qui était pas très loin finalement de Pogacar sur les routes de l'UAE Tour. Ouais, tout à fait. Non seulement pas très loin de Pogacar dans les deux étapes de montagne, qui arrivaient en côte en tout cas, mais surtout il a fait un très bon chrono, hein. Je crois qu'il fait 9e au chrono de l'UAE qui était pourtant tout plat. Donc s'il fait le même genre de performance cette fois-ci, il va arriver au pied du Turini dans les mêmes temps que le leader peut-être, ou en tout cas pas très très loin. Et dans la forme qu'il a, ça peut faire de très bonnes choses. On sait qu'Ineos adore cette course Paris-Nice, hein. Ils l'ont gagné de très nombreuses reprises ces dernières saisons. Donc Adam Yates, effectivement, est à surveiller. Et puis Daniel Martinez, qui est encore meilleur rouleur qu'Adam Yates, peut vraiment être un petit peu le trouble fait de ce jeu des leaders chez Ineos, où on ne sait pas vraiment qui est le vrai leader en montagne. Et Martinez, il a vraiment tout intérêt à réussir un bon Paris-Nice, parce que je pense qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour lui pour de futures échéances, notamment sur 3 semaines. Ouais, alors Sébastien, il y a quatre effectifs qui me paraissent au-dessus du lot, comme ça, c'est parfait, ça vous en donne deux chacun. Si tu le veux bien, je te laisse enchaîner avec la Bahrain Victorious. On a cité Colbrelli, mais quand je regarde la compo, je vois Jack Egg, Gino Madère, Pauls aussi qui était bien en forme en début de saison, et Dylan Teuns, là aussi ça paraît très costaud. Alors Tons, je suis pas sûr enfin à ma connaissance, il est pas il va pas être au final parce que j'ai cru voir que dans leur liste, c'est Colbrelli, Egg, Mader, Novak, Pouls, Sanchez et Wright. Donc Tunes, parce qu'il avait des problèmes de santé. Après, bah, Colbrelli, oui, c'est costaud. Il va avoir des étapes en plus où on va le voir confronté. Je le disais en aparté, sur certaines étapes, la troisième, peut-être la première étape même, on va le voir confronté à Trentin qui est en forme et puis à Van Aert. Donc ça va être intéressant à voir. Après, pour le classement général, oui, ils ont plusieurs cartes. Alors bon, j'y crois, dans le lot, j'y crois moins à Sanchez. Par le passé, il l'a même gagné, hein, il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2009. Donc ça date, mais il va être là pour pouvoir aider. Et puis surtout, bah, ils ont trois coureurs que je vois forts, moi. Bah, Pouls qui a gagné
la Ruta del Sol, Tour d'Andalousie, et qui était quand même assez surprenant, hein, parce il était quand même un peu une jambe au-dessus des autres. Enfin, il y avait un fort plateau au niveau de la Ruta del Sol. Il y a Gino Madère, qui l'année dernière avait dû terminer vers les 10e places, et puis qui s'était fait rattraper alors qu'il était pas loin de gagner l'étape du samedi où Roglic avait gagné de souvenir. Et puis il y a Jack Egg. Donc voilà, je vois bien pour le général, Egg, Pouls et puis peut-être Madère. Et puis pour les étapes, en effet, bah, Colbrelli qui va avoir quelques étapes pour pouvoir scorer. Donc c'est une bonne équipe, en effet, oui. Alors pour la troisième formation qui a retenu mon attention, Cyprien, c'est la Jumbo-Visma, Denis, Kruijswijk, Roglic et Van Aert. Là aussi, ça paraît quand même très très costaud. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, je crois qu'on va souvent dire la même chose cette année, mais énorme collectif de Jumbo. C'est un petit peu la reprise de Roglic, même s'il était au boucle de Ardèche, il n'a pas vraiment joué sa carte personnelle. Là, on peut penser qu'il va vouloir à tout prix prendre sa revanche sur l'année dernière, puisqu'on se souvient que il avait totalement craqué le dernier jour et perdu ce Paris-Nice qui lui était promis. Euh, il y a Rohan Dennis qui est là pour faire du bon boulot, on le sait, c'est un super équipier, et puis pour jouer sa carte sur le chrono. Et puis on en a déjà parlé, mais il y a Wout van Aert qui visera à minima des étapes. Et pourquoi pas le voir. On se souvient qu'il a fait troisième de Tirreno l'an dernier, donc s'il décide de s'accrocher dans les bosses, il aura sans doute un peu de mal face aux purs grimpeurs dans le Turini, mais sur les autres étapes, il peut tout à fait jouer aux côtés des leaders et se tester sur ce genre de courses qui peuvent lui convenir, même si c'est un petit peu difficile. Il a tellement un gros moteur que c'est des courses d'une semaine qui peuvent tout à fait lui sourire aussi. Alors Sébastien, la Je me demande dernière... si Van Aert Oui, n'avait pas pardon. terminé deuxième même l'année dernière de Tirreno. Il avait été, enfin Tirreno, c'est un parcours qui est très compliqué. L'année dernière, d'autant plus. Enfin, et il avait quand même été assez monumental sur Tirreno. Et je crois qu'il a même fini deuxième ou de souvenir. Enfin, Deuxième, ouais, t'as raison. Ouais, parce que ouais, sans donc les attaques de Pogacar, je pense qu'il gagnait, hein. Si c'était un autre ouais, leader, ouais, il était pas loin du tout, hein. Il était c'était pas loin du tout. costaud. Enfin, il était pas, il était, enfin, il y a un petit écart, mais il avait quand même répondu présent, y compris dans les étapes montagneuses. Donc en effet, c'est pour ça que je me dis, moi, je pense que Roglic sera le leader, mais ça va être intéressant de voir la position de Van Aert, en effet. Oui. Ouais, tout à fait. Alors avant de passer à la dernière formation avec toi, Sébastien, je prends quelques remarques. Je vois Stradri notamment qui nous dit que Madère et Egg n'ont pas l'air d'avoir une forme incroyable. C'est vrai que Gino Madère, je pensais qu'il serait un peu mieux lors de l'UAE Tour et à l'occasion de la dernière étape de montagne, il m'a un peu déçu. Donc on verra ce que ça donne. Il nous dit Et aussi surtout qu'il... son contre-la-montre. Ouais, ouais, Son ouais, contre-la-montre, il était très, 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 très loin. je le voyais, Et c'est vrai hein. que la étape de montagne, il s'est un peu amélioré, mais enfin, il paraissait loin de son niveau enfin, surtout si on compare à son niveau de la Vuelta où il avait été très, très fort. C'est vrai que, alors, Jack Egg, il a quand même fait une bonne Ruta del Sol, enfin, un Tour d'Andalousie. Même si au final, il a dû aussi un peu rouler pour Pouls la dernière étape, puisque c'était le leader. Mais ouais, peut-être que parmi les quatre équipes, s'il faut faire un peu un comparatif, Bahreïn serait quand même moins fort que les trois autres, mais peut-être, oui. Ouais, puis c'est vrai qu'on le disait en plus je crois que c'était dimanche lors de l'émission hebdomadaire. C'est pas évident de tirer des conclusions à cette période-là parce que bah, déjà en temps normal c'est pas facile, mais là en plus il y a quand même pas mal de coureurs qui ont chopé le Covid. On ne sait pas s'ils ont eu des symptômes ou pas parce que rien n'a été communiqué sur le sujet, ce qui est normal, hein, il y a un secret médical. Mais du coup, bah, en fonction de ce fait-là qu'ils aient été ou pas symptomatiques, on ne peut pas savoir si leur méforme ou leur forme moyenne est liée enfin, est naturelle ou liée à une maladie ou un petit problème de santé. Et pour terminer donc sur les grosses formations, bah, je voulais quand même pointer UAE Team Emirates parce qu'il n'y aura pas Tadej Pogacar qui sera au départ d'Estrade demain puis de Tirreno. Mais Cyprien, quand même, il y a une grosse équipe avec notamment Joao Almeida. On va retrouver McNulty qui marche un peu sur l'eau depuis le début de saison. Un Yann Polang qui a été très bon mardi lors du Leguglia. Et aussi le jeune espoir néo-zélandais Finn Fisher-Black. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, une grosse équipe. Bah, c'est un peu l'alter ego du AE, hein. Ils auront au début de chaque course un gros collectif. Pour Almeida, ce sera peut-être une des seules chances de l'année de jouer pleinement sa carte, en tout cas sur une grosse course.
puisqu'on l'a un petit peu annoncé comme un équipier de luxe pour Pogačar, en tout cas sur le Tour de France. Brandon McNulty, il n'a jamais vraiment pu briller sur une semaine. À chaque fois, il y a eu des pépins autour du Pays Basque, etc. Donc cette semaine, dans la forme qu'il a, exceptionnelle depuis le début de saison, il peut peut-être aussi jouer sa carte, mais il faudra bien qu'ils s'accordent les deux parce que ils seront tous les deux très forts et à la fin de la quatrième étape pardon, du chrono, je pense qu'ils seront tous les deux dans le top 5 ou top 10 du général. Et puis, bah, tu l'as dit, il y a Yann Polanc, et puis il y a même des coureurs rapides hein, pour les arriver en petit comité. Matteo Trentin, Sébastien Voilà, Molano, ouais. ça va très vite. Donc, ouais, ouais, énorme équipe, tout comme la Jumbo. Mais Sébastien, une remarque générale que je me fais là en écoutant Cyprien, tu trouves pas qu'il y a un changement énorme depuis 2 ans chez UAE? On pointait du doigt un peu, ou on moquait gentiment la faiblesse de la formation émirati lors de la première victoire de Pogačar sur le Tour de France. On a l'impression que là, à peine 2 ans plus tard, au final, on a affaire à une vraie armada qui est capable d'avoir des effectifs archi compétitifs sur plusieurs fronts. Tout ça, je pense que c'est pas du hasard non plus, parce que Pogačar, ils ont brillé grâce à lui, mais il avait besoin d'équipiers quand même, parce que la première année, en 2020, quand il gagne le Tour, on voit quand même qu'il était en grave difficulté. Il n'avait pas beaucoup d'équipiers, et il a gagné quand même ce Tour de France. Enfin, il ne va pas dire qu'il n'avait pas d'équipiers, il en avait, mais par rapport à la Jumbo, c'était quand même une sacrée différence. Il avait juste de la Cruz et qui était tombé. Enfin bon, je ne vais pas refaire tout l'historique, ce serait trop long, mais ils se sont renforcés, et je pense qu'il n'y est pas pour rien. C'est qu'il veut avoir une sorte de garde autour de lui comme il y a toujours eu dans le cyclisme, hein, les grosses têtes, entre guillemets, les gros coureurs, euh, bah forcément, ils voulaient avoir une garde des équipiers, et souvent ces équipiers-là bah, pourraient être des leaders dans d'autres équipes. On retrouve souvent ça. Et donc UAE, bah, c'est un peu constitué de cette manière-là. Et l'année dernière, il n'y avait pas eu forcément de grands renforts, mais cette année, bah, on sait bien qu'il y a eu des gros, gros renforts. Et puis, bah, par rapport à ceux qui sont restés, le Trentin de cette année, pour le moment, moi, il m'épate quand même pas mal. Je ne sais pas s'il pourra continuer dans la durée et ce que ça donnera sur les classiques pavés. Mais cette année, les premières courses qu'il a pu faire, il est quand même aussi impressionnant. Et on va voir ce qu'il va donner sur Paris-Nice, mais il a des étapes où il peut aussi scorer. Donc c'est vrai que l'UAE a beaucoup évolué et enfin j'ai un peu regardé la course aussi en Italie, Trophée de la Gaglia. Alors c'est certes il n'y avait pas toutes les équipes World Tour, mais c'était quand même impressionnant de voir que les 6 coureurs étaient devant à un moment donné, même si c'était pas les seules équipes, c'était quand même la plus représentée. Et puis que devant ils font un triplé avec Ulissi qui finit 6e ou 7e quoi. Donc je pense pas qu'ils pourront répéter cette performance-là évidemment au niveau de Paris-Nice parce que là leurs deux leaders seront à coup sûr Almeida comme l'a dit Cyprien et McNulty. Et bah, c'est une forte équipe, mais qui pourrait être encore davantage forte sur le papier, vu, voilà, il y a des coureurs comme Costa qui est pas là. Enfin, il y en a plein qui auraient pu faire l'équipier et ils auraient pu encore renforcer, même si bah, il y a des coureurs comme Polan qui sont forts et puis il y a la jeunesse aussi comme Fischer Black, voire Brunel qui en principe Alexis Brunel doit être au départ et a montré quelque chose d'intéressant dans les premières courses, même si c'était surtout en tant qu'équipier. Donc oui, pour répondre à ta question, on voit bien l'évolution de cette équipe et surtout les terrains en plus, hein, que ça soit dans les courses à étapes et dans les classiques, même si dans les classiques ils ont perdu quelques coureurs comme Christophe, mais ils essayent d'être très complets et de pouvoir être forts sur tout le calendrier et non pas uniquement sur les courses où il y a Pogacar. Ouais, quand on a un très bon recruteur comme Machin et beaucoup d'argent, c'est jackpot en Ah ouais, général. c'est sûr que ça aide. Ça se passe pas trop mal. Pour conclure sur les favoris, j'avais bah, pas une question à vous poser, mais une observation plutôt sur les individualités. J'en ai noté trois, Cyprien. Bah, Max Charman, forcément, qui dit Paris-Nice, dit Max Charman depuis quelques saisons. Bah, Nero Quintana, qui est très très en forme aussi depuis le début de l'année. Et le troisième, c'est Simon Yates. Oui, alors pour rebondir sur Charman, c'est même presque. Moi, je l'avais mis dans mes 4 équipes, Labora, parce qu'on a Charman et on a Vlasov qui est excellent ce début de saison, à la fois en montagne et en chrono. Donc ouais, ça va être un peu taillé pour lui s'il passe les bordures éventuelles qu'on aurait en début de semaine. Charman, c'est le point d'interrogation parce qu'il n'a pas encore couru cette saison. Il fait sa reprise, mais on sait que ça ne l'a Il jamais fait ça tous gêné. les ans.
il fait ça tous les ans, il commence pratiquement tous Ouais, les ans par Paris-Nice en exactement. même temps. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, oui, on va voir dans quelles conditions il est. Et cette équipe Bora, même si elle n'est pas aussi forte qu'UAE et Jumbo, c'est quand même costaud, hein. On sait qu'un Polite ou un Gross Schartner en bonne condition, ça fait peur. Et puis il y aura deux cartes pour les sprints avec Bennett et Van Poppel. Bah, tu me parlais sinon de Simon Yates, effectivement, mais je le vois pas dans une grande forme et vraiment peser sur la course. Il est un petit peu en plus isolé dans son équipe. Et puis j'ai oublié le troisième nom que tu m'as dit, Nero excuse-moi. Quintana. Et Quintana, ouais, effectivement, Quintana, c'est peut-être. J'ai regardé tout à l'heure, il a plus gagné de course par étape pour le Tour depuis le Tirreno 2017, donc ça va faire 5 ans. Je pense qu'il court vraiment après. Il avait une occasion parfaite en 2020 et puis la course s'était arrêtée un jour plus tôt à cause du Covid. Il fait un petit peu le même début de saison qu'en 2020, avec des belles victoires sur les courses un peu plus discrètes du Sud là, en début de saison. Donc Quintana, c'est peut-être un petit peu sa dernière chance d'en gagner une très belle avant que sa forme ne retombe peut-être définitivement vu son âge. Euh, ouais, il y a une belle carte à jouer pour lui. Ouais, Sébastien, ton avis sur Quintana qui est vraiment en forme en ce début d'année? Oui, oui, bah Quintana, je le vois bien. En plus, en général, il est pas mauvais dans les bordures quand même, hein. Il est souvent devant quand même. Malgré son petit gabarit, enfin moi, il m'épate quand même sur ce terrain-là, qui devrait pas forcément être le sien. Et après, je réfléchissais à ça, mais enfin, il est quand même souvent critiqué, Quintana, mais il a quand même un beau petit palmarès, hein, parce que Hmm. il a quand même gagné un grand nombre de courses à étapes d'une semaine, et puis bah, il a gagné le Giro, il a gagné la Vuelta. Je crois que il a pas gagné Paris-Nice, donc il a déclaré, j'ai cru voir une déclaration où il est archi motivé parce qu'il aimerait bien épingler cette course qui manque à son palmarès, et puis il doit manquer le Dauphiné et puis le Tour de Suisse. Mais il a dû gagner toute une série de World Tour, enfin les plus grandes World Tour en tout cas. Il a gagné Tirreno, il a gagné le Tour du Pays Basque, je crois. Enfin, donc il a quand même un beau petit palmarès et ça ferait pas mal de le rajouter. Après, son équipe, elle est faible en montagne, même si j'ai l'impression qu'ils ont mis la gomme pour les premières étapes. Je ne sais pas si c'est volontaire ou parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils ont quand même quelques équipiers en montagne et là. C'est quand même, enfin, il y a Aidé quand même, je crois, qui est là, qui peut l'aider. Et puis, il y en a un qui est pas mauvais du tout depuis le début de saison, même si c'est un équipier, c'est Ossian, Hmm. qui fait des bonnes places à chaque fois. Il était Il a bon encore fait mardi une place. encore, hein. Ouais, il a fait encore une place en Italie. Mais pour le reste, Capio, qui est costaud cette année, mais c'est plus pour le plat. Louvel, pareil. Guglielmi, pareil. Et puis Swift aussi, même si, bon, il monte, il grimpe de mieux en mieux, ce coureur-là. Mais il y aurait moyen de faire mieux même si l'équipe est comme d'autres sur plusieurs fronts en ce moment. Mais en tout cas, Quintana, moi, je le vois bien. Après, faut voir aussi dans d'autres coureurs comme O'Connor, Hmm. est-ce qu'il peut bien faire? Dans les Français, on parlait tout à l'heure, c'est un coureur que j'aime beaucoup, c'est Champoussin, mais voilà, le problème c'est qu'il n'est pas toujours très régulier, et puis est-ce qu'il va pas lâcher dès les premières étapes? Il a du temps, mais je le vois bien gagner une étape peut-être en fin de semaine, notamment je trouve que la dernière étape lui irait pas mal du tout, et puis il fait quand même pas mal de top 10 depuis le début, Champoussin. Donc tout à l'heure on parlait des Français, bah, on n'avait pas parlé de Champoussin et à voir ce qu'il peut faire, ça sera intéressant de le voir. Et puis bah il y en a que j'aimerais bien voir aussi. On parlait des Quick Step, bah, il y a quand même un coureur et qui va peut-être faire le général, qui a fait des bonnes courses depuis le début d'année, c'est Van Sevenant. Il a une totale liberté. Alors, il va peut-être bosser un petit peu sur les premières étapes, mais peut-être enfin, ils ont dit qu'ils le laisseraient sans pression et que bah, il allait quand même faire le classement général. Donc, il a fait des bonnes performances aussi en France dernièrement, lui. Donc, ça va être intéressant de voir parce que c'est des coureurs qui sont jeunes et que faut bien qu'ils puissent s'aguerrir, prendre de la caisse et performer. Donc, ça va être l'occasion pour eux, même si on peut mettre Champoussin dans la même place que Van Sevenant, puisque bah, lui, il aura O'Connor, alors que Van Sevenant, lui, aura une totale liberté, puisqu'il n'y a pas d'autres coureurs pour le général. Donc il y a ces coureurs-là que je pensais également, même si c'est pas pour gagner la course, voir un peu leur performance, mais peut-être plus sur des étapes. Peut-être qu'ils vont jouer plus les étapes aussi que le général.
Tiens, il y a un coureur Cyprien qui devrait jouer les étapes et une étape en particulier. C'est vrai que j'ai oublié de le citer tout à l'heure. C'est Stéphane Bisseguer, vainqueur en costaud devant Filippo Ganna du chrono à l'UAE Tour. Ganna n'est pas là cette semaine, parce qu'il sera sur Tirreno. Est-ce que tu le vois doubler la mise tout simplement et remporter ce chrono au court, hein, parce qu'on sait c'est un spécialiste aussi des courts chronos. Oui, bon, il sera devant, c'est sûr, dans les favoris pour ce chrono. Maintenant, le chrono est, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, est un peu difficile. Il y a une arrivée assez raide, pas mal de relances, de changements de direction, si j'ai bien regardé la carte. Donc, c'est pas pour lui convenir parfaitement, lui qui est un pur rouleur tout en force. Et, il préférerait sans doute un parcours un peu plus plat, un peu plus linéaire. Maintenant, vu comme il a écrasé le chrono de l'UAE Tour, oui, il peut tout à fait viser ça. Il me semble qu'il avait déjà fait un très bon chrono à Paris-Nice l'année dernière. Je ne sais même pas s'il l'a Il pas avait même gagné, gagné. hein. Oui, il Il l'avait l'avait gagné. gagné. Donc, et qui était d'ailleurs un peu sur le même profil, hein, avec des relances et des changements de profil. Donc, effectivement, ce sera en tout cas le plus gros enjeu de la semaine, je pense, chez IF, puisqu'ils n'ont pas une équipe pour peser vraiment sur la course, à part Nelson Poles peut-être, mais ils vont devoir réussir un bon chrono avec Bissegger pour pouvoir avoir un Paris-Nice réussi. Voilà, justement, il y a un élément qui me frappait là, en vous écoutant et en regardant la start list. On parlait des grosses armadas tout à l'heure, Sébastien, et j'ai encore une question à te poser, c'est encore une fois d'ordre général, un peu comme pour UAE. Est-ce qu'on s'aperçoit pas là, dans un moment où on a deux grosses épreuves World Tour, Tirreno et Paris-Nice, qu'il y a vraiment un écart énorme en fait entre les armadas et les équipes de fond de World Tour? Bah, je pense à Movistar qui a clairement aucune carte sérieuse pour briller. Ah si, ils ont quand même Jorgensen. Alors, c'est pas du même niveau, mais l'année Ouais, dernière, mais il finit dans bon, le top 10. ça paraît quand même Après, voilà, c'est compliqué. sûr que c'est pas. Oui, oui, c'est sûr. C'est pas, on peut pas comparer, Ouais. mais Tu vois, je vois bon, ils ont quand même quelques. Israël, je vois, bah, on parlait un peu de F, là où à part Bisseguer, c'est dur aussi. DSM, tu te dis, c'est quand même faible. Lotto Soudal, il n'y a pas grand monde qui est capable non plus de s'illustrer. Donc, est-ce que c'est pas symptomatique de plus en plus maintenant, quand on a des grosses échéances et deux fronts, de voir qu'il y a ouais, un gap énorme entre les grosses équipes Oui, et les oui. petites, quoi. Oui, oui, ça, c'est de plus en plus criant, oui, en effet, j'ai l'impression. Et il y a des gros blocs. Tout à l'heure, tu parlais de budget, ça joue, hein. Je connais plus les budgets de chaque équipe, mais forcément, celles qu'on retrouve les plus hautes, c'est celles qui investissent le plus et qui ont le plus de moyens financiers. Donc, et quand on compare à d'autres comme Lotto ou alors Movistar, ils ont quand même des bons salaires, mais Oui, puis Israël, ils c'est ont vrai beaucoup que. d'argent, mais quand tu mets 5 millions sur un mec qui court pas, bon, c'est tout de suite un peu Oui, moins bien. oui, oui, alors je sais plus je sais pas si ça a baissé son salaire, mais bon, en tout cas, en effet, bon, il y en a qui investissent bien, on dira, et d'autres moins bien. Oui, il y a Machine et les Mais autres, quoi. C'est ça. voilà. Mais, c'est pas les seuls, mais en tout cas, oui, c'est clair que j'ai l'impression que le fossé s'agrandit et j'espère qu'on va pas être sur des courses quand même où, alors là, je reprends l'exemple de l'Italie là, alors c'était pas le même plateau, mais quand une équipe domine trop comme ça, enfin c'est quand même pas génial quoi. Ouais, bah Si on retrouve tous les c'est- mêmes coureurs devant, il y a ce risque-là, hein. Et on l'a déjà vu, Ineos l'année dernière, je me rappelle du Tour de Catalogne où ils font 1, 2, 3. Bah, ça, ouais, c'est fort, mais c'est certes, il y a rien à dire, mais enfin, je trouve que c'est pas génial, quoi. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Et qu'on a de plus en plus des armadas et des rouleaux compresseurs, et on en revient au temps de la Sky où on va avoir des équipes. Alors, il va plus y avoir une équipe qui va faire ça, mais il va y en avoir trois quatre qui vont rouler. Et pour les échapper, alors, enfin, j'ai l'impression que les échappés, ça va être de plus en plus dur aussi pour pouvoir aboutir, même si on a un exemple contraire comme sur l'UAE. J'ai l'impression que face à toutes ces armadas-là, maintenant, la place des baroudeurs va être de plus en plus réduite aussi. Et, euh, et c'est quand même, enfin, je plains un peu ces coureurs-là quand ils voient revenir des équipes comme ça, que ce soit pour les sprints ou que ce soit pour la montagne, des équipes qui comme ça dominent et comme des rouleaux compresseurs, quoi. ouais, puis c'est vrai bon, c'est pas le sujet, mais on le voit pendant le Tour de France, hein, notamment. Moi, je trouve que depuis quelques années, Sébastien,
le nom des vainqueurs, enfin des mecs qui s'imposent en échappée, c'est plus du tout des mecs un peu lambda, j'allais dire, même si c'est pas une offense. C'est des gros coureurs qui sont soit lâchés pour le général, soit des gros classic man, Ah et ouais. t'as plus quasiment aucune chance si t'es un mec moyen, entre guillemets, de gagner une étape du Tour de France, quoi. Oui, 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 c'est clair. Alors, il y a d'autres courses où c'est peut-être un peu plus facile, enfin, encore que, mais il y a des courses comme la Vuelta où c'est un peu plus débridé parce qu'ils veulent pas garder le maillot, où il y a moyen de pouvoir partir devant, de faire des coups et de remonter au classement, voilà. Ça se voit, enfin, ça peut se voir encore sur le Tour de France, mais on n'est plus. Enfin, je réfléchissais à ça l'autre fois, là, ça me faisait penser. Alors, c'est très loin, ça, c'est le Tour 1990, là. Est-ce qu'on reverra un jour, comme le Tour de 1990, où la première ou la deuxième étape, on a des coureurs. Alors, c'était des bons coureurs, hein, il y avait des jeunes comme Chiappucci qui étaient devant et qui partaient, et puis qui partaient et qui gagnaient avec 10 minutes d'avance, et qui après bah, pouvaient terminer et éclore comme ceux-là. Est-ce que maintenant, on va laisser des coureurs comme ça avec beaucoup d'avance parce que on veut pas, on a peur, on veut tout contrôler, même si des fois, encore une fois, il y a des ratés. Il n'empêche qu'il y a des choses qu'on voyait par le passé, et pourtant c'était à une époque assez décriée dans les années 90, mais on est arrivé encore à voir ça. Et est-ce qu'on le voit aujourd'hui, même dans les petites courses d'ailleurs, hein. Là, bon, le Tour de France, c'est vrai que c'est assez sclérosé, mais même pour d'autres courses, même pour des non-World Tour, eh ben, on a l'impression que c'est toujours un peu le même schéma. Et c'est vrai que, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de courses intéressantes parce qu'il y a les classiques. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coureurs. Heureusement, dans les coureurs, là, c'est souvent dit, mais on a des coureurs comme Van Der Poel, comme Van Aert. Enfin, il y a même Pogacar. Est-ce que Pogacar, il essaye, il attaque de loin, donc, donc ça peut être intéressant. Les courses peuvent partir de loin. Voilà, il n'y a pas toujours les rouleaux compresseurs quand même. Mais peut-être que ça va changer parce qu'on a bien vu que l'année dernière, UAE avait changé, hein, et maintenant rouler un peu plus comme rouleau compresseur, quoi. Et encore une fois, ouais, ça, je me mets parfois dans, enfin, je me mets un peu dans la peau de certains coureurs baroudeurs. Je pense à des coureurs comme Julien Bernard, etc., ou d'autres, où bah, c'est quand même triste quand ils peuvent revoir le peloton revenir vers eux, et des fois on voit le faciès de ces coureurs-là qui en dit long, quoi. Tout à fait, ouais. Ça peut valoir l'objet d'un beau débat d'ailleurs dans les semaines à venir. Pour revenir à Paris-Nice, Cyprien, bah, comme ce midi, je vais te demander, ou ce matin d'ailleurs plutôt, je vais te demander ton top 5 pour le classement final. Alors, mon top 5, bah, j'avais prévu qu'un top 3, donc je vois bien Almeida s'imposer. Profiter de cette liberté qui va lui être laissée. Devant un Primoz Roglic revanchard, mais encore perdant. Un Daniel Martinez, un petit peu en forme de révélation, même si on connaît déjà son niveau. Et donc, je vais compléter ce podium avec un Vlasov quatrième. Et puis, on va mettre Godu cinquième quand même pour mettre un Français. Ouais, alors je vais donner le mien avant de laisser la main à Sébastien. Moi je vois bien une victoire de Primoz Roglic, revanchard comme tu l'as dit, devant Daniel Martinez, une petite surprise, même si c'en est pas forcément une, mais je vois bien un Lutsenko, tiens, briller, que j'ai trouvé très costaud sur je sais plus quelle course en Espagne il y a quelques semaines. Quatrième, tac tac tac, un petit Nero Quintana. Et en cinquième position, allez, un Jack Egg. Sébastien, à toi. Bah, je vais pas être très original, je pense, même si Paris-Nice peut être la course où on peut avoir des surprises. Je pense que cette année, ça sera plutôt. Et encore une fois, je peux me tromper évidemment, mais je pense qu'en effet, je vous rejoins. Roglic va vouloir sa revanche. Il paraissait loin là dans les classements parce que dans les courses en France, mais quand on regarde par contre, il était dans le groupe de tête, quoi. Il était ou juste après, même si après il finissait loin du groupe dans les derniers, il était quand même là, il n'était pas non plus à la Oui, rue, tu donc sens je qu'il le n'a pas vois quand forcé même. son talent non plus, hein. C'était Voilà, c'est pas... ça. Donc en principe, et puis il a une superbe équipe, on l'a dit tout ça, donc je le vois lui en premier. Almeida, on l'a dit, il a sa place là, il faut qu'il prouve qu'il est costaud parce qu'il y a la perspective du Giro, etc. Donc je le vois bien deuxième, et puis son tour du AE c'était un peu poussif, mais bon, après, il a quand même beaucoup roulé à la fin pour Pogacar, et il était quand même pas non plus à la rue. Donc je le vois bien deuxième. Yates, il a jamais trop Adam Yates, parce que c'est vrai qu'il y a l'autre, donc je préfère préciser Yates Adam. Je crois qu'il a jamais fait un trop bon Paris-Nice, mais c'est peut-être son année en effet pour être troisième.
Et puis bah, Quintana 4e et Vlasov 5e, donc c'est pas très original comme classement, mais bon. Ouais, on devrait retrouver les coureurs qu'on a cités. Pour une fois, on ne devrait pas trop se tromper, je pense, sur nos pronostics, parce que ça paraît quand même assez restreint à 7 ou 8 choix. Messieurs, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je vous propose de clôturer l'émission. Et ben, on n'a pas du tout parlé de Total Energy, je m'en aperçois, qu'il y a quand même Ah oui, t'as raison. un beau petit groupe au départ avec un Pierre Latour qui a montré de belles choses en début de saison, Guillermo aussi très bon, Bonifacio bon, qui est assez discret pour le moment mais qui a déjà gagné sur Paris-Nice, et puis Burgodo qui était en bonne forme aussi à Bessèges, donc, et puis Turgis aussi. Vraiment une belle équipe, on va voir ce que ça peut donner pour au moins une victoire d'étape. Ouais, tout à fait. Eh ben, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je m'excuse encore une fois pour le petit couac qu'on n'a pas compris en tout début d'émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis on se donne rendez-vous dimanche soir pour un nouvel épisode de la sortie du dimanche. Ciao! Merci, au revoir. Merci, salut!